Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 juin et c'est bon, l'équipe de France a officiellement fait son entrée dans la compétition. Elle a disputé son premier match de la Coupe du Monde 2026 face au Sénégal. C'est une victoire 3-1, qui laisse un sentiment positif vu qu'on a pris les 3 points, mais un match qui n'a pas été tranquille du début à la fin. On a notamment eu une première mi-temps calamiteuse, j'ai pas d'autres mots pour la qualifier et on va revenir là-dessus. On reviendra également sur le match de Argentine qui s'est déroulé face à l'Algérie et qui a vu Léo Messi marquer 3 buts. On reviendra sur la rencontre de l'Irak face à la Norvège et ça a été un véritable carton. On parlera de l'avenir de Tonali et de l'appétit de Tottenham et enfin, j'aurai une petite tech à la fin de la vidéo. M6, c'est mieux que beIN Sport. Alors évidemment, il y a une arnaque, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Catastrophique puis fabuleux, voilà comment on peut résumer les matchs de l'équipe de France si on a envie de grossir un petit peu le trait. Alors oui, ça fait 3-1 à la fin, mais quand on a terminé la première mi-temps, vu l'occasion sénégalaise juste avant l'arrêt de jeu, je me suis dit, mon Dieu, on peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris un but et de ne pas être mené au bout de 45 minutes. Reste qu'il y a eu des modifications tactiques qui ont été opérées, ça a bien fonctionné, Mbappé apparaît comme le héros du soir, mais les connaisseurs le savent, le vrai maître à jouer de cette équipe de France, ça a été Michael Olise. Voici les compos qui étaient alignés et Upamecano énorme du début à la fin, le seul constant au cours de la rencontre, un vrai gros match, Mbappé auteur d'un doublé, de très bons appels même au cours de la première mi-temps qui a été extrêmement critiqué, ce sont ces mêmes appels qui lui ont donné des opportunités par la suite, mais par contre techniquement c'était absolument catastrophique, il a gâché beaucoup de choses, beaucoup iront pointer du doigt le terrain et c'est vrai que ça n'a pas été le seul bleu à souffrir techniquement au cours de cette rencontre, donc on peut se dire qu'il y a un vrai sujet là-dessus, mais ça reste une entame qui a été très frustrante de la part de Mbappé. Il a été touché un peu trop de ballons, il n'a pas forcément toujours fait les bons choix, même si je trouve que là-dedans il était un petit peu moins dans ses terres habituelles. Reste que derrière en deuxième mi-temps, eh bien le général Mbappé, le guide suprême de la France, a fait taire les critiques en provoquant un penalty, en faisant Pardon, d'habitude je parle pas d'arbitrage, en se procurant une occasion qui aurait pu donner un penalty et en marquant ce fameux doublé, bref, un match plein. Mais moi, ce que je vais surtout retenir au cours de cette rencontre, c'est les ajustements tactiques de Didier Deschamps, parce qu'on s'est retrouvé avec Dembélé et Olise qui ont interverti au cours du match et ça a vraiment beaucoup aidé, parce que le joueur du Bayern Munich était plus libre et a véritablement distribué le jeu de l'équipe de France, il était dans tous les bons coups offensifs, c'est lui qui a sonné la révolte, c'est lui qui a été le vrai bon joueur du match. Et puis toujours en termes de repositionnement tactique, Jules Koundé a fait un début de match qui était absolument ignoble. Quelqu'un m'avait dit sur X qu'on avait l'impression qu'il découvrait le poste et c'est assez vrai. En seconde mi-temps, il était un peu plus intérieur, un peu moins responsabilisé offensivement, donc un peu plus à l'aise dans son rôle et ça a été bien mieux. Et en fait, avec cette équipe de France, moi je reste toujours sur le même constat. Offensivement, on a un potentiel de zinzin et l'entrée de Barcola le rappelle parce que même sur le banc, on est très bien armé. À mon sens, Barcola met la pression sur les titulaires, à voir si c'est Doué ou Dembélé qui pourrait en faire les frais, mais il prétend vraiment avoir du temps de jeu de façon légitime, mais en fait le potentiel il est sur le papier, on est condamné à l'exploit individuel parce que collectivement ça a toujours du mal à fonctionner. C'est un match enfin où les Sénégalais ont vraiment été intéressants, ils ont eu des occasions où ils auraient pu ouvrir le score face à l'équipe de France, c'est une équipe qui a été agressive au pressing au début de la rencontre et qui franchement n'a pas eu à rougir à son niveau de jeu, mais victoire des Bleus, les conséquences au classement vous le voyez, c'est l'équipe de France qui se positionne bien et la Norvège, attention, ça va être un sacré challenger, ils viennent pas pour aller chercher la 3e place. 1, 2, 3, viva Léo Messi. Alors c'est pas pour troller les Algériens que je dis ça, mais le journal L'Équipe avait titré son article de cette manière, je trouve ça relativement drôle, et Léo Messi, il y a un moment, il va fêter ses 39 ans, il faut qu'il laisse un petit peu de buzz aux autres, il faut qu'il arrête de sortir des matchs comme ça, parce que au-delà du triplé qu'il colle aux Algériens, il a été dans absolument tous les bons coups offensifs, et on sent qu'il est reparti pour faire une très grosse Coupe du Monde. Ça fait donc 3-0 pour l'Argentine face aux Algériens, voici les compos qui étaient alignés et je tiens quand même à nuancer une chose sur Léo Messi. Oui, il a fait un match absolument exceptionnel, mais beaucoup retiendront également sa semelle qui aurait mérité à minima un carton jaune qui n'a même pas fait l'objet d'une consultation de la VAR.
les Algériens étaient très en colère à cause de ça et je les comprends totalement. Ils pouvaient également être en colère contre Zidane dans les cages qui a fait quelques bonnes interventions qui ont été immédiatement gommées et effacées par ses boulettes ou plutôt par son inefficacité au cours de la rencontre. En fait, je vais dire les choses de manière provocatrice, mais le meilleur allié de Messi pour marquer des matchs au cours de cette rencontre, ça n'a pas été un Argentin, ça a été Zidane dans les cages. Du côté de l'Argentine, j'ai quand même bien aimé De Paul qui a la lourde responsabilité derrière Léo Messi de compenser et de faire les efforts pour deux, disons les choses très clairement, il a été plutôt efficace là-dedans. Et en soi, le match donne un score catastrophique pour l'Algérie, mais j'ai pas non plus été complètement affolé par le niveau algérien. Déjà, si Zidane ne sort pas des matchs aussi nuls durant la compétition, on peut espérer une défense un peu moins perméable. Et puis, il y a quand même eu des occasions qui ont été évitées. Ils n'ont pas tant concédé que ça. Alors ouais, ça n'a pas non plus été totalement convaincant en attaque. Il y a beaucoup de taf à faire pour faire de cette Algérie une équipe vraiment intéressante, mais c'est pas aussi catastrophique que peut le laisser penser le 3-0. Voici le groupe dans lequel il se trouve. L'Argentine est en tête, suivie de près par l'Autriche qui est à +2 au goal average. Ça va être intéressant et de mon côté, j'attends avec impatience le duel entre l'Autriche et l'Algérie pour la deuxième place, si ça se passe comme prévu. 57e but en 51 matchs avec la Norvège pour Erling Haaland, excusez-moi, et ça fait donc 2 buts en un match de Coupe du Monde pour le génie de la Norvège. C'est un joueur absolument phénoménal, c'est monsieur statistique, monsieur de tous les records, et il a encore démontré face à l'Irak, un match qui a été plié 4-1 par la Norvège, et où on a vu une vraie différence de niveau. Voici les compos qui étaient alignés. Bon, Haaland, on en a parlé, mais c'est pas le seul à avoir brillé. Ager, dont je sais pas prononcer le nom, je suis vraiment désolé, a été extrêmement serein en défense, rassurant. Odegaard est toujours le maître à jouer de cette équipe. Alors je l'ai trouvé plus prudent, plus conservateur et peut-être un peu moins dans les décalages offensifs que ce que j'escomptais avant le début du match, mais tout de même il fait une rencontre intéressante. Et si je dois citer une déception, ça va être du côté de Sorloth que j'ai trouvé pas aussi efficace, c'est un euphémisme que ce qu'on aurait pu espérer. La réalité, c'est quand même qu'on a une Irak qui est assez faible en face. La charnière est vraiment passée à côté de son match. Techniquement, c'est pas aussi honteux que ce qu'on peut craindre avec une petite sélection, mais tout de même, ça fait pas des miracles. T'as essayé de forcer sur le côté gauche, mais ça a pas donné grand chose, quelques occasions, mais les stats vous montrent quand même que le carton était amplement mérité pour les Norvégiens. Ils sont dans le groupe de la France, donc le Sénégal et la France sont prévenus. La Norvège, c'est pas un sparring partenaire, eux aussi sont capables de mettre des cartons. De Zerbi est venu pour redresser Tottenham, oui, mais pas avec n'importe quel matos, et ça tombe bien, sa direction semble plutôt ok pour sortir le chéquier, et la cible qui fait beaucoup parler en ce moment, elle est ambitieuse, il s'agit de Tonali. Alors Sandro Tonali, c'est un joueur qui est estimé à plus de 100 millions d'euros, et oui, Newcastle est contraint par le PSR, le fair play financier anglais, mais ils ont vendu Gordon pour environ 80 millions d'euros, donc il faut oublier les bonnes affaires, il faut oublier le fait qu'on considérer Newcastle comme si c'était un club qui était en péril financier. Donc ça va être extrêmement dur d'aller chercher Tonali, d'autant plus que la presse évoque une certaine concurrence. Le milieu italien est apprécié pour des qualités plutôt évidentes. Je vous montre ses statistiques. C'est un mec qui est très bon en tant que milieu pour solidifier ton équipe. Il est intéressant à la récup, il est intéressant dans sa capacité à faire le jeu en partant de l'arrière. Athlétiquement, il est pertinent et de mon côté, mais ça n'engage que moi, je pense que c'est un joueur qui est encore très loin du top de ce qu'il peut donner sur un terrain de football. Le milieu de terrain, c'est pas forcément le secteur où le recrutement est prioritaire du côté des Spurs, mais de toute façon, j'ai envie de dire qu'il va falloir recruter partout. Donc s'ils sont bel et bien décidés à sortir le chéquier, pourquoi pas commencer par ici. À noter qu'ils n'ont pas vraiment commencé par ici, parce qu'il y a une piste qui s'est d'ores et déjà avérée fructueuse du côté de Tottenham, c'est Robertson, fin d'aventure du côté de Liverpool, il arrive librement dans l'équipe de Roberto De Zerbi. Il vaut mieux regarder la Coupe du Monde sur M6 que sur beIN Sport. Alors si vous êtes un fan de foot, vous devez déjà me considérer comme un alien, comme quelqu'un qui a une opinion pourrie, mais je m'explique, je ne parle pas forcément de la qualité du traitement des matchs, de l'avant, de l'après, des commentaires au cours de la rencontre, non, je parle purement d'un facteur technique, la qualité d'image. On a le journal de l'équipe qui nous a fait un papier assez intéressant là-dessus, vous l'avez peut-être remarqué, mais beIN Sport ne diffuse pas la Coupe du Monde en 4K, et pourtant on peut s'attendre à un service relativement premium pour une chaîne
payante qui va diffuser certains matchs qui sont aussi disponibles en clair, et en clair tu as une meilleure qualité d'image. Alors comment ça se fait? Comment expliquer cette sorcellerie? D'autant plus qu'on a la 4K au Moyen-Orient, et du côté de l'Amérique du Nord pour beIN Sport, c'est quand même quelque chose qui peut interroger. Alors en fait ça s'explique simplement par des droits de diffusion qui sur notre territoire ont été acquis tardivement par beIN Sport, et techniquement pour mettre les choses en place pour une diffusion 4K, il faut apparemment avoir du temps, et du temps dont a manqué cruellement beIN Sport. C'est quand même un comble parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les Coupes du Monde, c'est l'événement des vendeurs de télévision. Au final, des vrais programmes en 4K, il n'y en a pas tant que ça qu'on peut avoir sur sa télé, il n'y en a pas tant que ça dont on profite réellement. Même les gens qui ont leur abonnement Netflix aujourd'hui, avec le découpage, t'as pas forcément des flux 4K. La Coupe du Monde, c'est quand même l'événement qui est censé te faire kiffer ton téléviseur. Eh bien, beIN Sport sur ce coup manque une belle opportunité, et c'est bien dommage pour leurs clients. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, gros débrief du match de l'équipe de France parce que j'ai été obligé d'être expéditif au cours de cette news. Il y a plein de nuances et de développements que j'ai envie d'apporter, d'autant plus qu'une fois n'est pas coutume, ce sera le format long cet après-midi, mais normalement je ne serai pas seul, sauf contraintes techniques ou annulation de dernière minute, ce qui donnera évidemment un format un peu plus dynamique, un peu plus cool, d'autant plus que vous allez voir que la personne que j'ai invitée n'a pas exactement la même lecture que moi sur tous les éléments de cette rencontre. Donc je pense que ça vous donnera un contenu d'autant plus intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien, salut.